دايما الله مولانا دايما الله مولانا دايما الله مولانا دايما الله مولانا انظروا العربي مولاي محمدي انظروا المصطفى نبينا نبينا عريس القيامة مولاي محمدي الشفاع في الأمة مولاي محمدي دايما الله مولانا دايما الله مولانا نبينا 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 صلي عليه عربي العربي العربي صلي عليه نبينا 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 صلي عليه العربي 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 صلي عليه Algérie, on est parti chez les beaux-parents de ma belle-sœur et il nous a fait un plat comme ça pour le café. Et j'ai réfléchi. Moi, j'ai fait les trucs là, une bûchette. Ouais. Et j'ai trouvé presque le même goût. J'ai essayé de le faire et c'était bien. Et depuis là, je suis pas des années, des années, des années. Mon père n'a jamais trop parlé. Il disait très souvent l'ifetmet, ce qui veut dire ce qui est passé est mort. Ma mère parlait un peu, pas plus que ça. Elle parlait plus des... Voilà, justement de sa condition d'urbaine, on va dire. Donc lui, il est déjà travailleur en France chez Citroën. En 56. Ça, c'est de sûr, puisque j'ai une carte d'ouvrier. Donc après, retour en Algérie. Donc il a épousé ma mère en 63. Premier enfant de ce couple, donc 65. Et mon frère mon dernier frère, a été conçu en Algérie et né en France. Ils ont débarqué à Roquestéran. Ils ont été mis aussi dans un camp de harkis. Ensuite, on a déménagé à Nice, où je suis née. Et donc, de Nice, on est venu à Rozan fin 72. Où on a été installé dans le fameux camp. J'ai aucun souvenir de dispute, quoi, voilà, parce qu'il faisait pas partie des harkis, si on peut dire ça, voilà. Et de l'autre côté non plus, quoi. C'est pas parce que mon père n'était pas harki qu'il y avait une dispute ou une discorde quelconque. J'ai souvenir un peu de, comment on peut dire maintenant, un écrivain public, où quand des personnes recevaient des lettres d'Algérie, écrites en arabe, il leur traduisait, quoi que ce soit de l'arabe ou du français, il leur traduisait. Il écrivait à leur place, on lui dictait donc les courriers, il les écrivait pour eux. Il jouait beaucoup d'intermédiaires entre l'administration et les personnes. C'était quelqu'un de sévère, aussi bien avec lui qu'avec les autres. Assez ouvert, assez fermé aussi, comme un père. Un papa des années 60. Je regrette beaucoup de ne pas avoir discuté, mais on est tous pareil, quoi. Nos parents ne nous intéressent pas spécialement. Et c'est, voilà.
Malheureusement, c'est au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la vie de mes parents que mon père est parti donc. Moi, si je savais écrire, 1000 pages ne suffiraient pas à raconter toutes les misères que j'ai subies. Quand la guerre d'Algérie a commencé en 1954, j'avais 16 ans. Je venais juste de me marier. Nous ne comprenions pas grand-chose à ce qui se passait. Nous vivions dans la montagne. Nos 2 familles étaient pauvres. On avait toujours vécu sans s'occuper des histoires. Nous étions assez tranquilles. Mais très vite, les combats se sont rapprochés de notre village. Le père de mon mari avait fait la Seconde Guerre mondiale avec l'armée française. Mais il n'avait jamais reçu aucune reconnaissance pour ça. Il a rejoint le FLN en 1957. Puis, peu de temps après, les soldats français ont commencé à venir nous voir. Ils voulaient savoir où ils étaient. Ils nous menaçaient. Ils disaient qu'on aidait les indépendantistes, qu'ils allaient nous mettre en prison. Un de nos voisins a été torturé. Mon mari a décidé de partir au maquis. Il est resté 3 ans. Pendant ce temps, je cultivais un petit bout de terre pour faire vivre ma famille. Quand j'avais un problème, je demandais à mes frères de m'aider. Je n'avais pas souvent des nouvelles de mon mari. La nuit, je dormais presque pas. J'imaginais tout ce qu'il pouvait. Mais il n'acceptait pas certaines méthodes du FLN, surtout envers les civils. Je crois qu'il avait vu beaucoup de choses qu'il aurait préféré oublier. Quand la sœur de son meilleur ami a été violée par des frères, il a quitté le maquis. C'est pour éviter les représailles qu'il est devenu harki. Son père, lui, est resté au maquis. Il s'est fait tuer avant la fin de la guerre, sans avoir revu son fils. Il y avait plus d'injustice au maquis. Il y avait plus de misère au maquis. Et c'était nous-mêmes la misère. C'était nous-mêmes la misère de l'Algérie. Quel sera leur avenir à eux qui sont là? Bon, leur avenir à eux dépend avant tout, évidemment, de la fin de la guerre. Hein. J'ai discuté avec eux depuis longtemps, pendant 7 mois, tous les jours. Et il n'y a pas de doute, la guerre, pour eux, c'est la misère. Hein. La misère énorme, la misère dans les douars, la misère partout, quoi. Le Félouz qui vient, qui prélève 1000 balles. Le soldat français qui fait pas gaffe, qui vient, qui leur pitoie 4 moutons. C'est une éternelle histoire, on n'y peut rien, c'est comme ça, quoi. Dans la halka de mon mari, beaucoup de combattants s'étaient engagés pour la solde. Ils vivaient avec leur famille dans un camp. Les autorités françaises les avaient amenés là. Sans leur terre pour nourrir leurs enfants, il fallait bien qu'ils trouvent un moyen. Un jour où je marchais dans le village, j'ai croisé des appelés français qui venaient d'arriver. Il y avait un jeune garçon dans le groupe, presque un enfant. Quand il s'est rapproché, j'ai lu la peur dans ses yeux. Lors de sa première sortie, il s'est fait tuer. Il a dû vivre 1 semaine en Algérie. Pourquoi la France envoyait-elle ses enfants combattre les nôtres ? Monsieur le maire expose au conseil que par délibération en date du 10 avril dernier, le conseil municipal avait décidé l'acquisition d'un terrain appartenant à Madame Veuve Fort, d'une superficie de 80 arts en vue de l'implantation d'un village de harki. Il est donc nécessaire que ce terrain soit mis à la disposition du ministère des Rapatriés, donc l'État, la préfecture. A été décidé, d'après ce qu'on peut comprendre, l'implantation de familles harkis, sachant qu'à l'époque, donc, la population rosanaise baissait. Et la venue à peu près de 150 personnes sur le village pouvait faire repartir donc, tout ce qui était école, service public en général. C'est le maire, M. Hugues, qui avait fait la demande. Je crois que c'est la seule commune en France qu'un maire ait fait la demande pour les recevoir. La population rosanaise qui avait été sensibilisée sur la détresse de ces familles a participé à leur installation. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé les poêles allumés, la table mise. Et ils ont été très sensibles à ce geste généreux de la part de la population rosanaise. Voir arriver une quantité d'Arabes comme ça, d'un coup, on ne savait pas bien ce que c'était, quoi. On n'avait aucune idée. Il y en avait bien 1 ou 2 ou 3 qui travaillaient sur un chantier par là.
mais jamais les familles complètes. Les premières fois qu'on voyait des femmes arabes. Et c'était difficile pour moi de parler avec eux, pour la bonne raison qu'il n'y avait que les femmes à l'heure de mon passage. Les hommes étaient sur les chantiers. Il y avait une seule femme au début qui parlait le français. Alors quand j'avais besoin de quelque chose, elle m'accompagnait. Pas besoin de faire le croquis, hein. J'étais le bienvenu. Et j'ai jamais eu aucune histoire avec eux. Jamais. Il faisait partie de l'armée française et était chargé d'assurer la sécurité des SAS. Que vont-ils devenir maintenant? C'est la question qu'il pose à leur lieutenant et à laquelle ce dernier ne sait pas encore répondre, d'où son trouble. Si on échappe au FLN, eh ben, sûrement on ne trouvera pas de boulot. Et si on sort, eh ben, automatiquement, le FLN, eh ben, on aura des comptes à régler, quoi. Enfin, des comptes à rendre, plutôt. En mars 1962, les militaires français ont dit à mon mari qu'il devait rentrer chez lui, que des accords avaient été signés à Évian. Nous, on pensait que le cessez-feu, c'était la fin de la guerre pour tout le monde. Mais pour nous, elle continuait. C'est quand nous avons vu la tête coupée d'un ancien harki sur la place du village que nous avons décidé de partir. Mon mari est allé voir ses anciens chefs et il leur a dit qu'on était en danger, qu'il fallait nous emmener avec eux. Au début, ils ont refusé, mais il a menacé de tous nous tuer et de se faire pour la caserne de Zeralda. C'est là-bas que ma fille est née. Nous n'avions plus rien, mais je me souviendrai toujours de la solidarité des autres femmes. Quand j'ai accouché, elles se sont relayées pour m'aider et prendre soin de moi. Encore aujourd'hui, leur nom m'accompagne. Behia, Johar, Yamina, au début de l'hiver, Zohara, nous a fait monter dans des camions militaires. Sur le trajet, nous avons d'abord entendu des cris. Des gens nous insultaient, ils disaient qu'on avait trahi notre pays. Et puis des pierres sont venues cogner contre les camions. Les bâches nous protégeaient, mais les mots nous faisaient tout aussi mal. La traversée de la Méditerranée a été un calvaire. Nous avons voyagé dans les cales du bateau, au milieu des marchandises et des animaux. Beaucoup de gens étaient malades et vomissaient. Ils ne mangeaient pas. Je laissais la nourriture à mes enfants. Durant le trajet, plusieurs femmes ont accouché. Nous avons débarqué et certaines ont perdu leur bébé. Il y avait des familles et des bagages partout sur le quai. Mais tout le monde était calme. Au bout de quelques heures, on nous a demandé de monter dans des camions. On ne savait même pas où nous allions. En repensant à tout ce que j'avais vécu ces derniers mois, je pensais qu'Allah nous avait abandonnés. Mais c'est le Mektoub qui avait décidé. Je pensais qu'en arrivant en France, ça ne pouvait qu'aller mieux. « 38 ans après, je franchis ce portail là. Et ça a tout changé. Maintenant c'est beau, c'est joli. Et nous, on avait les deux du fond là. Et ça a changé, on avait ça. Quand il a commenté de grande famille, on avait ça. Et dehors, il y avait les toilettes, il y avait des petits escaliers en bois. Il y avait les toilettes qui étaient dehors. Et nous, on avait celui-là et celui d'à côté. Là. C'était la pièce principale où on mangeait. Mon père avait sa table qui était ici. Là, un peu plus loin, il y avait l'évier. Il avait sa chaise. Il s'asseyait toujours à la fenêtre, là. Et nous, on s'asseyait là, par terre. Ici, c'est là qu'on mangeait.
À la place de mon père, il était comme ça. Et des fois, on voyait qu'il se tenait la tête. Et il regardait toujours à l'extérieur. Voilà. C'était un peu comme un gardien, quoi. De taille, il était petit, mais c'était un grand monsieur. Il avait un courage incroyable. Il aimait ses enfants. Il aurait tout fait pour ses enfants. Mais c'était un grand monsieur. C'était un grand monsieur. Ah, je pense à lui. Ouais. Après les camions, nous avons voyagé en train. Et puis il a fallu encore changer pour prendre d'autres camions. C'est le bruit des freins qui m'a réveillée. Il faisait presque nuit. Les militaires nous ont dit qu'il fallait faire vite pour nous installer, avant qu'il fasse trop sombre. Quand je suis sortie du camion, j'ai cru à un cauchemar. J'avais les pieds dans la neige. Il y avait des centaines de tentes devant moi. Le vent soulevait les toiles. C'était le camp de Rivesaltes. Il était entouré de barbelés. Déjà une famille dans la tente où on nous a installés. On a tendu une couverture sur un fil pour séparer les deux côtés. Mais ça ne suffisait pas pour avoir vraiment de l'intimité, surtout la nuit. Avec nos voisins, on ne parlait pas la même langue. Mais on arrivait à se comprendre avec des gestes. On ne mangeait pas notre faim. On manquait de tout. Un jour, on est venu en chercher des services. Il fallait qu'on passe devant le juge pour avoir la nationalité française. Mon mari a dit que ce n'était pas la peine. Nous étions déjà français. D'ailleurs, on nous appelait les Français musulmans. Mais un des militaires lui a répondu qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on nous disait. Alors, pour éviter des ennuis, on est allé voir le juge et nous sommes devenus français une seconde fois. Mekdoul Louardi, vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur. Ne plus penser à l'Algérie, être français, ces phrases-là entendues un peu partout dans le camp n'étaient pas un constat, bien sûr. Seulement un souhait exprimé au présent dans l'espoir qu'il se réalisera plus vite. Le temps qu'il y faudra, c'est le problème actuel des anciens harkis. Et c'est aussi notre problème, puisque nous les avons pris en charge. La vie à Rivesaltes était très dure, mais pour en partir, il fallait une promesse d'embauche. Les autorités ont voulu nous envoyer au camp de Bias, mais des amis nous ont dit de refuser. Finalement, un ami de mon mari l'a contacté. Grâce à lui, nous sommes partis au camp de Gonfaron. Et mon mari a commencé à travailler à Gonfaron, pour les eaux et forêts. C'est le responsable du camp qui a rempli le certificat de naissance. Il voulait lui donner un prénom français. Il disait qu'il fallait oublier l'Algérie, que la vie de mon enfant serait plus facile s'il s'appelait Robert. Il a tellement insisté que j'ai failli céder. Mais mon mari est arrivé. Quand je lui ai dit ce qui se passait, il s'est mis en colère. Finalement, notre fils s'appelle Mohamed. Non, il n'y a plus que ces baraques qui peuvent parler. Il n'y a plus que le camp là qui peut parler. Tous les harkis sont pratiquement tous partis, tous morts. Hein. Il reste qui? Je crois qu'il doit rester M. Bouilly ici. Là, il n'y avait rien. Là, il n'y avait rien, c'était des ronces. Il n'y avait que des ronces, là. Là, il y avait une espèce de grillage. Il n'y avait pas ces murs-là. Ça n'était pas. Il y avait une espèce de grillage, du barbelé. Il y avait. C'est un joli petit village, Rose. Je vous disais, accroché à la montagne comme ça. Chaque maman avait un coin sur le côté. Elle fabriquait un plat en argile et elle faisait leur pain. Et elle le faisait cuire dehors, avec un feu de bois, elle le faisait cuire dehors. Elle faisait leur pain. Là, il y avait les odeurs de pain, les odeurs du couscous. Il y avait les odeurs des légumes qui étaient cuisinés, de la viande des fois qui faisait cuire. Ah oui, les odeurs, il y en avait, oui. Les odeurs, oui. Il y en avait des odeurs.
Mais il y avait de la vie ici. Il y avait de la vie. Les enfants couraient de baraque à baraque, de baraquement à baraquement, c'est tout. On jouait, mais il y avait cette résonance d'enfants. Cette résonance d'enfants. Les mères qui appelaient le fils. Il y avait tout ça. Maintenant, le silence, on entend les oiseaux. Là, je voulais rester ici, moi, travailler ici à la montagne. Je voulais toujours être ici, à la montagne. Mais bon. Continuer à planter, comme même mon père faisait, continuer à entretenir la montagne et tout. C'est vrai que c'est joli. Et après, la vie, elle a voulu autrement. T'as vu, il a grandi, hein? Eh oui, il a grandi. Hein? Oh, quand on venait là, quand on nettoyait la route, alors on avait une pelle, une pioche et la brouette. Et si on était une vingtaine, il y avait 10 brouettes. On n'était pas tous ensemble. On remplissait la brouette, puis on la vidait par-dessus, on nettoyait la route. Ou alors quand on plantait, on ne nettoyait pas la route, on ne pouvait pas planter une seule route. Mais là, à travers, on a dû planter, oh, je ne sais pas, peut-être 50 000 pins. Ben, je compte que travaille. Parce que plantation canifie, jamais mort. Alors, c'est tout ce que tu as à dire, Bouilly. Ben, qu'est-ce que j'ai dit? Yeah. Moi, je me demande comment je fais pour me rappeler de tout ça, de tous ces noms. J'en ai tellement passé. J'ai dû en passer des harkis, j'ai dû en passer je ne veux pas exagérer, peut-être 70 ou 80, peut-être plus. C'est toi qui as planté ça. Oh, merde. Attention. Eh oui. S'il y a un petit peu de l'engrais, là, ne le secoue pas. Voilà. Que la terre reste bien. Voilà. Moi, c'est la racine. Ah. Voilà. Comme on faisait là-haut. Oui. Voilà. Là, c'est pour entasser la terre. Là. J'ai planté beaucoup. 200 personnes. Mon travail, elle est à l'antenne de l'écomusée de Rozan, consiste donc à faire des recherches pour pouvoir monter des expos. La lavandiculture,
le rosanais et tout ce qui peut tourner autour. Et donc l'Algérie et la mémoire harkie, qui est la partie la plus difficile. Bon, le tapis là qui est derrière, c'est une dame qui a ramené ça de chez elle, d'Algérie. Et il y a toute une histoire autour de cet ouvrage. C'est son premier ramadan, elle avait 8 ans. Et elle a tissé pendant tout le mois du ramadan. Donc c'est très... c'est plein d'émotions, c'est plein d'histoires, quoi. Quand je les interviewe, même les vieux, eux-mêmes ne savent même pas pourquoi ils sont là, quoi. J'ai une dame, justement, que j'ai pu interviewer, qui est décédée malheureusement maintenant, qui me disait que mon mari est venu nous dire qu'on partait pour la France, habiter la montagne. Pour elle, c'était aller en ville. Tellement que la colonisation a duré, quoi, que la France a été cette présence française sur le territoire. Pour elle, c'était aller en ville. Donc elle ne pensait pas du tout qu'elle allait prendre le bateau. C'est arrivé sur le port d'Alger qu'elle a compris, qu'elle a commencé à comprendre ce qui se passait. Et dans sa tête, le soir même, elle retournait dans sa maison. Et je trouve ça... c'est plus qu'un déchirement, c'est... J'ai reçu ma première gifle parce qu'en disant qu'on habitait avec des traîtres. Parce que j'ai entendu ça dans la cour d'école. Tout simplement, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée à la population harkie. Et c'est venu sur le tard, j'étais adolescente, réellement, quand... j'étais au lycée, parce que voilà, j'ai dit, tiens, il n'y a pas que des harkis arrosants, par exemple. Il y en avait à Manos, que je côtoyais des copines, quoi, qui étaient au lycée avec moi, qui étaient issues de parents, de pères harkis. Et c'est là où voilà, et on n'en a jamais parlé en histoire. Je me suis fait virer 3 jours d'un cours d'histoire au collège, en 3e, parce que j'avais osé dire que... Pourquoi on ne parlait pas de la guerre d'Algérie? Voilà, et si tous les parents étaient comme mon père, tout ce qui est passé est mort. C'est un gros manque au niveau identitaire, au niveau personnel, au niveau... Les mamies qui sont toutes veuves maintenant, on leur a fait des choses, mais c'était plus le moment. On leur a fait des super belles maisons, alors qu'ils étaient obligés de gérer un 2 pièces avec 9 enfants derrière elles. Quand il y a eu ce besoin, il n'y a rien eu. Et maintenant que, voilà, elles n'ont plus de réels besoins, envie, comme je dis, c'est devenu des personnes sages, on s'intéresse à elles. Elles participent à tous les niveaux, elles sont rosanaises. Et souvent, je dis, ça va bientôt être les personnes souches du village. Le rosanais perd ses personnes âgées et leur mémoire. Et ça vient en remplacement, quoi. Et je récolte leurs paroles, leurs gestes. J'aime beaucoup le travail sur le geste. Parce qu'on ne fait pas la pâte sablée comme la mamie du village, ne la fait pas comme une mamie du Suquet. Tu vois, même moi, je sais parler d'eux alors que c'est le même village. Hein. Mais voilà, c'est tellement ancré qu'il y a les mamies du Suquet, il y a les mamies du village. Elles ne marchent pas de la même façon quand elles vont acheter leur pain. Elles ne se comportent pas du tout de la même façon. Et je pense que ça, d'ici une 50aine d'années, ça peut être assez rigolo de voir l'histoire de Rosan racontée par ses mamies d'origine algérienne.
فرنسا ولا برك اه بلادكم؟ في قلتكم فرنسا ولا الجزائر؟ Maintenant, trop tard. On est resté ici, c'est fini. Hein. Ça y est. Hein. اللي تيدك برا كان دير الميزيريا اللي برا كلي فروان نا با بيان كامي من غيست ابر كاين مولطا لا ميزو يسير يمالك بوكو كيرسوس باسكو كاين لا en bas même si les misères il y en a les enfants il y en a les pisserins ils viennent devant la porte et ben كدنا monter en haut et ben il a rien les enfants sont tous partis. Et nous, les vieilles, ben, restent tous seuls à la maison. Avant, il y en a les hommes. Les hommes, tout il y en a. Ils travaillaient. Et maintenant, et là, les enfants, les petits, ils partent à la cour, ils rentrent à la maison. Après, il était bien avant. Maintenant, c'est pas beau. Maintenant, rien. Rien, rien. Et c'est rien. Comme cimetière. C'est pareil. On était un groupe, on montait sur cette route-là, on allait à l'école. Voilà. Des fois, quand il y avait la neige, il y avait beaucoup de neige, c'était le 4x4 qui nous montait jusqu'à sur la place de Rosa. Voilà. On faisait une force, on était nombreux, on faisait une force, et seuls on avait peur. Alors en étant en groupe comme ça, on était forts. Et on n'avait pas de contact avec les autres enfants. Jusqu'en 70, quand on est parti d'ici, 70-71, quand on est parti, on n'avait pas de contact. Et là, il y avait un verger, là, ici, là. Il y avait des poiriers. Il y avait des poiriers, et quand on revenait de l'école, quand c'était la saison qu'il y avait les poires, on rentrait dans le champ et on ramassait, on allait vite prendre des poires. Alors on en mettait à la cartable, on en mettait dans le pull comme ça, là, et hop, on partait en courant. Ça sentait bon. Et c'était comme ça aussi, hein, c'était le calme, le silence. C'était bien. Ce que les harkis ont vécu, c'est, comme je vous disais, les placer dans des camps comme ça, si loin d'un village. Et puis, la France les a abandonnés, c'est vrai. La France les a abandonnés. Quand je vois ce que mon père me disait, ce qui s'est passé en Algérie, ce qu'ils ont fait, quand ils sont arrivés ici, on les a charriés de camp en camp, dans des guitounes de l'armée, et qu'il y en a qui étaient bien logés. Il y en a qui sont venus de là-bas qui ont été bien logés. Et eux, on les a foutus ici au froid, des machins pas isolés, des préfabriqués. Je vous dis, la mémoire des harkis, elle ne sera jamais racontée sur les bancs des écoles. Il n'y a que les préfabriqués là-bas en bas, là, qui parlent encore. Heureusement qu'ils les ont gardés, qu'ils ne les ont pas démolis. C'est ça. C'est tout. Heureusement qu'ils les ont gardés, qu'il y a des endroits d'autres camps, ils les ont démolis.
Là, que celui qui, même nos enfants, quand ils viennent, ils pourront dire, bah, tiens, mon père, il est sorti d'ici. Voilà. Donc on saura ce que c'est qu'un harki. Ils font pas de bruit, les harkis, ils font pas d'histoire. C'est pas eux qui vont réclamer quelque chose, qui vont pleurer ou autre chose. Ils se cachent, ils se cachent. Pas vous étonner si les gens veulent pas, des fois, décider de parler, c'est tout, ils se cachent, c'est tout. Ça n'a pas changé. Je ne peux pas rentrer, non, non. Si, ça a changé. Non. On arrivait, on savait pas bien parler le français aussi. Ça aussi, ça... On regardait, quoi, on observait. On avait peur aussi. Ça, on avait peur de tout. On avait peur. On découvrait. On découvrait. Comme un nouveau-né, hein, pareil. Quand il voit le jour, c'était comme ça. Je me rappelle d'une fois, bah, il y avait un gamin qui avait un goûter. Il avait partagé, il me regardait, et puis je le regardais. Il est venu vers moi, il m'avait donné un morceau de gâteau. Ça m'est resté gravé, ça. Ça, c'est... Bon, mettez-vous là, c'était la place à notre père. Ça fait longtemps que je n'avais pas une salle de classe aussi copieuse. Donc ce soir, on ne fera pas d'interrogation écrite, mais par contre, il y a des interrogations. Hein? Qui c'est celui-là, qui c'est celle-ci? Donc j'ai l'honneur et l'avantage ce soir de vous présenter quelques images qui ont été tournées en 1984-85. Et avec certains d'entre vous, on avait donc confectionné un film à la mode des cinéastes de A jusqu'à Z. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, raconte-toi alors. Quand il pleuvait, on allait ramasser Les escargots. les escargots. Mais que j'ai rien compris. Les escargots, la lavande qu'on allait vendre au restaurant qui est là-bas. J'avais pas le droit de le faire. Au Genet, qui existe toujours d'ailleurs. Les Genêts, moi je me souviens quand on allait se cotiser, qu'on allait acheter des glaces chez Madame Bottogoni. Les glaces à l'eau. Ah, Madame Bottogoni. On se servait beaucoup de la nature pour jouer. Les poupées, c'était des grandes pierres. Dessinées.
Voilà, ovale de préférence. On dessinait avec l'ahmoum, le charbon de bois. On dessinait les yeux, la bouche, quoi, le visage, on va dire. Et on se servait des sacs qui sont revenus d'ailleurs dans les commerces, là, chez les primeurs, des sacs en papier pour en faire des vêtements. La dinette, c'était les boîtes de chemin. Comment on dit en français? La chic. La chic, ouais, voilà, c'est ça. Il manque une pièce. Hein. C'est obligé parce qu'ils ont tout transformé. Ah oui, il y avait deux pièces là et une pièce là. Il y avait une autre pièce juste là. Ah ouais, ça n'a rien à voir. La salle de bain, c'est pas la même. Alors, pas du tout. Hein. Maintenant que j'ai grandi, elle me paraît petite. Je pense pas que c'était plus grand que là. Ouais, j'ai grande. En fait, il y avait pas les toilettes. Non? Il y avait juste un bac. Tu vois, il y a un bac là, pour la douche, et c'est tout. Neuf enfants on était. Plus les parents. Les filles et les garçons qui s'échappaient par les fenêtres. Hein, Ranima pour aller voir leur chérie. Entre autres. Entre autres. Bon, je sors parce que là, ça y est. Juste en regardant les appartements, je me demande comment on faisait pour entrer, quoi, toi. Non, mais là, il y a une pièce qui a été coupée. Il y avait une autre pièce, déjà. L'épicier qui venait. Les gitanes. Ah oui, les gitanes. Oh, je avec te rappelle, leur gros ballon, là. Dieu, ouais. Ouais, non, putain. On a trop de souvenirs. Les zornas. Ouais, chacun de nos parents, ils savaient jouer à un instrument. Ouais. Ça fait qu'à eux seuls, ils faisaient un orchestre, en fait. On appelait ça zorna. C'est vrai. Et il y avait les tirs de fusil. Ouais. Qu'après, il y a les gendarmes qui se sont rappelles? Ouais. Les tirs de fusil. On se faisait nos fantasies à nous. C'est vrai, en plus, hein, c'est notre fantaisie à nous. C'est vrai. L'aîné, les garçons qui couraient de partout pour pas se faire la circoncision, parce que ça se faisait à vif à l'époque. C'était des bons souvenirs, il n'y a pas photo. Hein. C'est très bons souvenirs, très bons souvenirs. Tu vois, on n'avait rien, mais on était heureux. Maman, il est quelle heure? Ciao, ciao. Ils sont bien intégrés, ceux qui sont là maintenant. Finalement, ça s'est bien passé, quoi. Peut-être mieux qu'en ville, justement. Et ce que souvent on a regretté, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de maisons anciennes à leur proposer pour qu'ils se mêlent à la population. Parce que finalement, avec ces maisons neuves, ils sont restés groupés entre eux, vous voyez. Mais enfin, finalement, avec le travail, tout ça, il y a eu quand même osmose, quoi. C'est dommage que ce soit un peu tard maintenant, parce que, bon, il y a moins de personnes qui peuvent vous renseigner. Et puis, tout ça, c'est estompé quand même. Hein.
Oui, il me semble que pour les populations à venir, pour les jeunes à venir, quand même, c'est bon de leur faire voir. Oui. Il y a une anecdote, là, une fois, ils avaient occupé la mairie. Alors, je sais pas, il y avait eu un mouvement. Ils avaient occupé la mairie et le préfet s'en était... Il avait fallu fermer la mairie, quoi, parce qu'on ne pouvait plus travailler. Et le préfet s'en était ému. Vous connaissez son nom, c'était le préfet Guéant, qui s'est déplacé, il est venu. Il y en avait entre 18 et 25 qui cherchaient à être employés, quoi. Avec une collègue à moi, on avait décidé un soir à 22h, 23h de prendre la mairie de Rozan. On était deux, parce que personne n'était d'accord. Donc on s'était donné rendez-vous à 8h le matin, et à 8h le matin, ben, on était présents. Et j'avais même mon poste. Donc c'était là. Donc voilà, cette fameuse mairie de Rozan. Donc on est venu là le matin, à 8h, et il y avait la secrétaire de mairie qui s'appelait Madame Ondéol. Et on lui a dit tout gentiment que on prenait en otage la mairie de Rozan. On était tous au chômage. Il y en a qui faisaient un peu des CES, des TUC, mais bon, de manière, on était un paquet à ne pas travailler. Donc, du coup, bon, c'est vrai, on lui a expliqué. Et au fil des heures qui passaient, il y avait toujours quelqu'un du suquier qui arrivait. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et du coup, ça a pris de l'ampleur. Ils se sont mis d'accord pour le boulot. Donc, on a libéré la mairie. Mais à l'arrivée, il me semble qu'il n'y a pas eu de boulot. Oui. On s'est débrouillé comme des grands. On a mis un moment, mais on s'est débrouillé comme des grands. Pourquoi il y avait des jeunes du village, je veux dire, ils arrivaient à trouver du boulot à l'extérieur et nous, pourquoi on était comme eux, hein, on a une tête, 2 bras, 2 jambes. On fallait se prendre en charge, point barre et puis c'est tout. Hein. On était assistés, quoi. Nous, on faisait rien. On allait voir, on tapait à la porte, oui, voilà, on veut du boulot, ça, vous pouvez pas nous aider, ça, pour le courrier, pour tout. À chaque fois, quand on avait un problème, c'est par exemple dans Rozan, nous, on va téléphoner à la préfecture, au bureau des rapatriés, ils vont régler le problème. Ça se passait comme ça. Madame Vergne, celle qui avait le bureau qui travaillait dans le bureau des rapatriés à Gap. Elle n'était pas intéressante du tout. Le bureau de rapatriés, pour moi, il n'existe plus. Hein. Même s'il existe là maintenant, moi, c'est terminé, moi, ça. Non. Mais bon, c'est vrai que c'est un engrenage, il faut sortir là-dedans, parce que quand on y est dedans, pour en sortir, on met un moment. Ce blocage, de toute manière. Remarque, ça a été un bien pour Rozan. Ça a fait connaître Rozan et pour le boulot, ça aurait été que du blablabla. Parce qu'il n'y a rien eu. Donc voilà quoi. Tous ces pins là, c'est tous eux qui les ont plantés là. La gamelle, c'est la relation affecte avec mon père, justement. Donc, comme ils partaient pour la journée, comme ils travaillaient pour l'ONF, ils partaient pour la journée, donc ils partaient avec leur gamelle.
Et ils en profitaient souvent pour faire griller eux-mêmes leur viande, etc. Et j'adorais ça, la viande grillée. Donc c'est 2 compartiments. Et je me souviens, voilà, à chaque fois, j'avais mon petit morceau de viande grillée dans ce petit compartiment-là. Et d'ailleurs, ça sent encore la forêt, comme je dis. Les grillades dans la forêt. Ah, dans sa besace kaki, ça je m'en souviens encore. Une besace kaki. Que j'ai pas retrouvée par contre. Moi, je suis profondément algérienne. Voilà. C'est mes rapports avec l'Algérie. Je trouve que, voilà, par rapport au pays, mais je ne veux pas faire politique, mais voilà, c'est dommage ce qui s'y passe, parce que c'est un pays riche en tout. Et je pense que, voilà, d'avoir vécu ce que j'ai vécu au camp, c'est ça qui me permet de dire que je suis profondément algérienne, quoi, culturellement algérienne. Après, oui, bien sûr, je me sens française. Je suis née en France, d'ailleurs, je ne peux pas dire autre chose. Hein. Mais s'il y avait un choix à faire de retourner habiter, de faire le chemin inverse, je m'exilerais bien en Algérie, ouais. Pas dans un autre pays du Maghreb, mais l'Algérie. Moi, je suis né sur un bateau. 2 jours avant d'arriver à Marseille, parce qu'ils les avaient mis en quarantaine en Méditerranée. Ma mère me dit, c'est pas vrai. Ma mère, elle faisait une hémorragie sur le bateau, et ils l'ont évacuée à l'hôpital militaire de Rivesaltes, au camp Joffre. Et c'est là qu'ils ont marqué, né à Rivesaltes le 1er janvier à 0h30, qu'en vérité, c'était pas vrai. Ma mère, elle m'a dit, c'est pas vrai. Elle m'a dit, tu es né sur un bateau. Au camp Joffre. Ma mère, elle me disait, dans la caserne, dans des toiles de tente, elle me disait pareil, le froid, l'hiver. Elle me dit tellement que tu pleurais qu'il faisait froid, elle se mettait une couverture, elle s'asseyait par terre, elle se mettait une couverture sur elle. Et puis elle me prenait comme ça, avec l'air de la bouche, elle me réchauffait avec l'air de la bouche, elle me disait tellement qu'il faisait froid. Elle me dit le vent, il soulevait les toiles et tout, elle me disait on avait froid. C'est là après qu'ils les ont pris donc des Rivesaltes, ils les ont montés à Montmorin, et après de Montmorin à Rosan. Pour moi, maintenant, je pose des questions, je me dis... ce camp qui était à quoi à peu près, allez, je dirais 800 mètres du village, quoi. Pourquoi ils n'ont pas mis ce camp à proximité du village, déjà d'une part? Pourquoi ils n'auront pas construit les maisons tout de suite, comme ils ont fait là? On disait que, soi-disant, le camp de Rosan, il était étudié pour 4 ans. Ils sont restés quand même 20 ans là-bas aussi. Voilà, tu vois. Et on a dit, bah, ils ne demandent rien, il n'y a qu'à les laisser là-bas, ils sont bien. Voilà. Personne s'en occupait. Les femmes ne sortaient pas, voilà. Donc intégration impossible, communication impossible. Quand il a vu la façon où on les a mis, la façon où on les a, comme Rosan, c'est tout qu'on les a laissés, mon père a disait toujours, la France, elle nous a abandonnés, elle nous a laissés. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que moi, je me considère pratiquement sans nationalité. Je suis un harki, voilà, je suis un harki. Je suis un fils de harki. Voilà, mais ces mecs de l'armée, qui ont fait l'armée française, à qui on a dit non, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas algérien, vous êtes harki. Qu'est-ce qu'ils ont pu inculquer, qu'est-ce qu'ils ont pu donner de leur propre identité, de leur propre culture, de leur propre histoire à leurs enfants? On a l'impression qu'ils viennent d'un pays qui n'existe pas, l'Arkésie. S'il faut inventer un pays, ça serait l'Arkésie. L'Arkésie, ouais, voilà. C'est vrai, l'Arkésie. Et c'est là où... C'est même joli. Bon, là, j'arrête. Maintenant, quand je vois les jeunes de Rosan, ils arrivent sur la place, ils se font tous la bise, ils font la bise à Rosanais, à Français, tout ça. Je dis, c'est beau, tu vois, ce mélange comme ça, là, c'est magnifique. Je dis, Rosan, c'est vrai, c'est accueillant. Mes neveux, je viens souvent, ils me disent, t'as pas besoin d'acheter, tu viens, la maison elle est là, tu viens habiter là, tu restes là, tonton, il n'y a pas de problème. Mais je sais que je reviendrai m'installer ici, ça c'est sûr. Quitte à me trouver un petit truc dans le village, là, mais je reviendrai rester ici. On dira que Rosan est l'Arkésie. Voilà. C'est les origines, voilà. Je pense que Rosan est resté ancré dans beaucoup de cette population. Voilà, on est tous à la recherche de nos origines et je pense que Rosan, justement, dans ce manque d'histoire, dans ce manque d'identité, restera l'origine de beaucoup de ces Algériens.
والعار علي اللي نصل حضوره بابها وحرب الشاعل عاشور اللي نصل حضوره بابها وحرب الشاعل عاشور. Tu manges le couscous? Tu manges le couscous le soir? Oui. Eh bien, elle est bonne, hein? C'est pas couscous cabine. Couscous la France. Qu'est-ce que c'est ce gars? Eh bien, il a fini à la main. لولا سراج النور لولا سراج النور ما تكون قرايه ببرا لولا سراج النور ما تكون قرايه ببرا يا بابا واللي يشهد بالزور واللي يشهد بالزور راه مليوح على برا مليوح على برا وحين شاهدت لامات الناس زلغت بيه الدنيا زلغت بيه الدنيا وتيهاتو وبقى مغرور زلغت بيه الدنيا وتيهاتو وبقى مغرور باباك وبقى مغرور بابا يا بابا كان نادي والعار علي بابا يا بابا كان نادي شيخي علال الله 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 لا اله الا الله 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 بابا ويحضر وينوب الله بابا يا بابا كان نادي والعار عليك